Salut toutes et tous, alors nous voici dans la quatrième et dernière vidéo sur les mitochondries. Alors inutile d'avoir regardé les vidéos précédentes, hein, si vous arrivez juste sur celle-ci. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce qu'on a déjà compris, c'est que les mitochondries en tant que pourvoyeurs d'énergie pour nos cellules sont au cœur même de la vie et que leur dysfonctionnement peut expliquer l'émergence de plein de maladies. Et qu'au contraire, l'optimisation mitochondriale, on est capable de faire ça, a un impact déterminant sur la santé, sur la longévité. Et comment on fait pour améliorer cette bioénergétique cellulaire? Il y a plusieurs possibilités, hein. On ne parlera pas de toutes ces possibilités. Alors, c'est vrai, peut-être plus tard, je vous ferai une vidéo, je vous parlerai du jeûne hydrique en particulier, de l'apnée, de l'hypoxie intermittente, de l'exposition au chaud, ou d'autres types de privations, ou d'autres formes de confrontation à un environnement stimulant, quoi. Toutes ces choses entraînent nécessairement des adaptations de la fonction mitochondriale. Par contre, dans les vidéos précédentes, en tout cas dans la précédente, on a développé et on a compris deux choses comme étant des nécessités à la santé des mitochondries. Premièrement, ne mange pas trop. Une restriction calorique judicieuse peut ralentir le mécanisme du vieillissement et stimuler différents processus de santé, entre autres cardiovasculaires et cérébraux. Deuxièmement, faire de l'exercice physique pour booster la biogénèse des mitochondries. C'est-à-dire faire en sorte que les mitochondries se multiplient, augmenter le nombre de mitochondries dans les cellules, avec comme effet bénéfique eh bien, une meilleure protection contre les radicaux libres et puis une optimisation de l'utilisation de l'énergie. Et au final, une augmentation de la longévité aussi. Grosso modo, voilà ce qu'on peut retenir des trois vidéos précédentes. Maintenant, on revient à une des notions qu'on a déjà évoquées et on va aller plus loin. En particulier dans la deuxième partie de cette vidéo, à partir du temps qui va s'afficher juste ici, où vous pouvez aller rejoindre, vous avez rendez-vous avec Christelle Civray qui, avec ses talents de coach spécialisée en neurosciences et puis instructrice de la méthode Wim Hof, va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour commencer un soin aujourd'hui. Avec des conseils, avec des pratiques simples, hein, rafraîchissantes, et adopter des habitudes de vie qui vont vous mener vers une optimisation de cette fonction mitochondriale, qui est, comme vous l'avez compris, un chemin, mais assuré, vers la santé et vers la longévité. Alors tous nos échanges sur les mitochondries seraient incomplets si on n'aborde pas maintenant le rôle que jouent les mitochondries dans la production de chaleur. Rappelez-vous ce qu'on a vu ensemble. Les mitochondries sont des usines qui, d'un côté, reçoivent les nutriments, donc ça c'est ce qu'on mange, et puis l'oxygène que nous avons inspiré, et tout ça, ça interagit, c'est transformé, les réactions chimiques sont très nombreuses, pour au final retrouver à la sortie de l'usine du CO2, de l'eau et cette fameuse molécule d'énergie que toutes les cellules utilisent pour leur travail, l'ATP. Okay, tout ça, c'est juste un processus incroyablement efficace qui permet de prendre l'énergie qui est stockée dans les aliments pour les transformer en énergie utilisable pour les besoins de la cellule, pour le vivant. Mais et ça, je ne vous en ai pas encore parlé, l'énergie contenue dans les aliments, plus exactement contenue dans le glucose, dans les acides gras, dans les acides aminés même parfois, n'est pas uniquement utilisée pour produire de l'énergie pour la cellule. Si je reprends l'image du barrage, dans ce barrage, il y a des turbines qui produisent l'énergie pour la cellule. Mais en fait, il y a aussi d'autres turbines, des turbines d'un autre genre, qui permettent de produire de la chaleur.
C'est pour ça hein, qu'on a le sang chaud. C'est pas une blague, hein, ça. Contrairement aux animaux qui ont le sang froid, comme les reptiles, nous les mammifères, nous sommes en capacité de générer de l'énergie en interne. C'est ce qu'on appelle l'endothermie. Alors, petite parenthèse, hein, pour nous humains, il y a plusieurs manières hein, de générer de la chaleur. Par exemple, on peut utiliser ses muscles hein, pour produire de la chaleur. Quand on a froid, on le sait, hein, pour pallier à l'inconfort du froid, on peut s'activer vigoureusement. Du même ordre, hein, le frisson, ça aussi, hein, c'est musculaire, c'est une sorte de majoration du tonus musculaire avec des contractions désynchronisées des fibres musculaires. Mais ce dont je vous parle ici, c'est autre chose. Hein. C'est une production de chaleur par les mitochondries au cœur même des cellules. Et en particulier, cette thermogénèse, cette production de chaleur, se produit dans ce qu'on appelle le tissu adipeux brun. Donc des graisses qui ont cette particularité d'avoir une couleur brune. Alors pour en savoir plus sur ça, eh bien vous allez voir cette vidéo que j'ai faite il y a 1 ou 2 ans. Là, vous saurez tout sur les graisses brunes. Maintenant, soyez attentifs et rappelez-vous l'image du barrage et le dysfonctionnement qui amène à une formation accrue de radicaux libres. Si d'un côté du barrage, l'énergie potentielle contenu et retenu, contenu que dans ce que tu manges. Hein. Si cette énergie s'accumule, en fait tu manges, tu respires et ça s'accumule. Et que par ailleurs, il n'y a qu'une faible demande d'énergie, parce que par exemple tu ne fais pas d'exercice physique. Donc que les vannes et les turbines du barrage tournent au ralenti ou peut-être même ne sont pas ouvertes, puisqu'il n'y a pas besoin d'énergie. Il se passe quoi? Et bien dans cette situation, les électrons qui sont censés participer à toutes ces réactions chimiques, eh bien ils stagnent en amont du barrage. Ils ne sont pas utilisés. Ils ont tendance à s'échapper du système. Le barrage déborde, quoi. C'est une situation dangereuse, puisque ces électrons qui s'échappent vont produire des radicaux libres qui vont endommager la cellule. Ce risque d'inondation, il est très fortement minimisé si, au sein du barrage, d'autres turbines peuvent être activées. Si d'autres turbines permettent de désengorger le barrage, permettent d'accueillir ces électrons extraits de la nourriture. Ces autres turbines qui existent hein, et qu'on peut développer, hein, ce sont celles qui produisent non pas la molécule d'énergie, puisqu'on est dans une situation où on n'en a pas besoin, mais qui permettent de produire tout simplement de la chaleur. Des turbines qui permettent de dissiper le trop-plein d'électrons sous forme de chaleur. Et la subtilité à comprendre, c'est ce que révèlent des études récentes, c'est que ce mécanisme particulier, donc produire de la chaleur, n'est pas uniquement utilisé par le corps quand il y a un besoin de chaleur. Parce que, par exemple, tu es dans un environnement froid. Non. Il est utilisé aussi dans des situations où il ne fait pas froid. Mais uniquement pour transformer l'excès d'énergie. Alors, pour le dire autrement, avec les images qui nous accompagnent maintenant, grâce à ce mécanisme, le barrage ne déborde pas. Et la production de radicaux libres est réduite. C'est immensément précieux, ça. Pour nous les humains, mais d'une manière générale, pour les mammifères, un quart de l'énergie potentielle initiale est dissipée sous forme de chaleur. Mais on peut évidemment se placer dans des conditions qui augmentent cette production. Par exemple, se placer dans un univers froid, s'exposer au froid. Alors, dans ce cas, l'organisme doit nécessairement compléter sa production de chaleur normale, et ça, il le fait en recrutant ces turbines particulières. Et si les expositions au froid sont régulières, ça stimule la biogénèse des mitochondries.
L'exposition au froid amène l'organisme à augmenter le nombre de mitochondries. Et évidemment, des mitochondries qui sont dotées de ces turbines particulières, de ces turbines génératrices de chaleur. Encore une fois, hein, je vous renvoie vers cette vidéo sur le tissu adipeux brun. Ok, ce tissu adipeux particulier possède en très grand nombre ces mitochondries spécialisées. Et c'est d'ailleurs les mitochondries qui donnent à ce tissu sa couleur marron-brun. Réussir à bien utiliser ce mécanisme qui génère de la chaleur, donc réussir à bien utiliser la graisse brune, et par conséquent minimiser la production de radicaux libres, ça, mais c'est d'une importance considérable pour prévenir plein de problèmes de santé. Tout ça permet d'expliquer des différences qu'on observe entre des populations vivant par exemple dans le Grand Nord et celles qui évoluent dans la chaleur torride équatoriale. Les Inuits par exemple, qui dans leur quotidien sont exposés de manière régulière à un environnement froid, eh bien, ils possèdent des quantités relativement importantes de graisse brune. Et c'est tout l'inverse pour les populations africaines, dont les organismes ne retireraient évidemment aucun avantage d'une production de chaleur accrue, puisque leur environnement est déjà tempéré, voire carrément chaud. Eh bien, il a été montré que les mitochondries des Inuits ne libèrent pas autant de radicaux libres que les miennes, enfin les nôtres, nous qui évoluons sous des cieux moins froids. Et a fortiori, les mitochondries des Inuits libèrent beaucoup moins de radicaux libres que celles des populations qui vivent sous des chaleurs tropicales. Les populations du Grand Nord sont connues pour avoir une faible propension aux maladies dégénératives, comme par exemple l'insuffisance cardiaque qui nous touche, nous, les Occidentaux. Les mitochondries des Africains, par contre, ou des descendants d'origine africaine, utilisent principalement l'énergie issue des aliments pour générer de l'ATP, donc de l'énergie pour la cellule, et non pas de la chaleur. Et cette manière de fonctionner des mitochondries, malheureusement, implique également une plus grande quantité de radicaux libres. Exposant ces populations, et ça de nombreuses études le montrent, exposant donc ces populations à un risque plus élevé face aux maladies dégénératives. Et si vous vous référez à la vidéo précédente, vous comprendrez pourquoi l'exercice physique, cette fois, est indispensable pour ces personnes. Ces personnes doivent s'assurer qu'elles consomment constamment l'énergie que leurs mitochondries produisent. Je pense que ces quelques infos sont bien suffisantes pour nous encourager et nous conforter dans certaines pratiques d'optimisation mitochondriale. Alors, on a évoqué deux de ces pratiques dans la vidéo précédente, et puis maintenant, nous sommes prêts, enfin je crois, pour accueillir et puis être guidés dans une troisième pratique, une pratique qui cette fois vise à développer ce mécanisme particulier des mitochondries, orienté non plus vers la production d'énergie, l'ATP, mais vers une production de chaleur. Et c'est le moment pour moi de passer la main à des experts en la matière, enfin une experte, Christelle Civray, qui entre autres choses est instructrice de la méthode Wim Hof et qui va vous révéler un secret de la fontaine de Jouvence. À toi Christelle. Bonjour, je suis Christelle Civray, je suis coach et instructrice de la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof est basée sur 3 axes essentiels et complémentaires: le focus mental, des techniques de respiration et l'exposition au froid. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment concrètement stimuler la production de mitochondries afin de renforcer la biogénétique cellulaire et renforcer également la longévité. Les mitochondries participent à de nombreux processus cellulaires et en particulier à la respiration cellulaire, c'est-à-dire à la production d'énergie. Ces organismes sont particulièrement présents dans l'ensemble des cellules, sauf les globules rouges. Les mitochondries peuvent être stimulées de façons différentes par rapport à des nombreuses stimulations pendant les périodes de stress cellulaire, grâce au sommeil, grâce
au soleil également, à la vitamine D, à des périodes de relaxation, mais également lors de réactions à des stimuli environnementaux tels que l'exercice en aérobie ou encore l'exposition au froid. Nous allons donc voir comment le froid est un allié de notre santé. Avez-vous déjà vu les enfants en Sibérie, dans les écoles maternelles, qui vont prendre ce qu'on appelle le morning routine, c'est-à-dire une douche froide dans la neige, sous la surveillance bien sûr bienveillante de leur institutrice? Eh bien, c'est ça comme objectif de renforcer les défenses immunitaires, en tout cas mieux réagir face aux maladies hivernales et aussi surtout récupérer plus rapidement. Et bien voilà, le froid a cette particularité de stimuler notre système nerveux sympathique. Qu'est-ce que le système nerveux sympathique? Eh bien, il s'inscrit plus globalement dans le système nerveux autonome ou végétatif qui est composé de deux branches. La branche parasympathique qui va activer les fonctions de réparation, de régénération, de digestion. Et puis, il y a également cette branche sympathique qui, elle, va être activée pour faire face à des dangers potentiellement identifiés. Et donc, ça va être des réactions de combat ou de fuite. Donc le froid va stimuler cette branche sympathique et des réactions différentes peuvent être identifiées. Les réactions face au froid sont notamment la vasoconstriction. Nous avons plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins, soit 2,5 fois le tour de la Terre, ce qui est un très bon entraînement cardiovasculaire. On va également activer les graisses brunes, on va en parler plus loin. Et la thermogénèse, c'est-à-dire cette capacité à gérer le froid. On va également activer la noradrénaline qui agit sur l'humeur, la concentration, l'attention. Une faible quantité de noradrénaline va être associée à la dépression. La noradrénaline va également avoir un effet positif sur les inflammations puisqu'elle va inhiber les cytokines inflammatoires. On va avoir une influence aussi sur le système immunitaire. Ça va stimuler le métabolisme. Et puis encore, pour ne citer que cet exemple, eh bien, on va activer les systèmes antioxydants génétiques puissants tels que le glutathion. Alors, l'exposition au froid est régulière, de façon intermittente, soit de façon modérée ou un peu plus intense, eh bien on va activer le métabolisme. Le corps va être obligé de produire de la chaleur pour se réchauffer. Eh bien on va faire fonctionner plus nos cellules et donc notre organisme. Vous l'avez compris, l'exposition au froid apporte de nombreuses vertus, notamment celles qui sont connues dans le domaine de la performance sportive, la concentration, les diminutions des inflammations et les douleurs associées, la gestion du stress, une meilleure gestion du stress, meilleur sommeil, tonifier la peau, perdre du poids, enfin les domaines d'utilisation du froid sont vraiment très larges, domaines physiques, physiologiques, psychologiques. Et pourquoi c'est également intéressant? Parce que c'est un stress hormétique qu'il va falloir gérer par la présence, par la tension. Et quand vous avez cette capacité de vous gérer dans le froid, eh bien vous allez aussi pouvoir gérer d'autres environnements particulièrement stressants de la vie de tous les jours. Et donc vous allez augmenter votre résilience. Pour rentrer dans le froid, effectivement, il va y avoir des réactions, on l'a vu tout à l'heure, notamment on a parlé des graisses brunes, du tissu adipeux brun. Peut-être en avez-vous entendu parler, on en entend beaucoup moins parler que les graisses blanches qui sont très connues. Donc ce sont deux types de graisses assez distinctes qui sont très intéressantes toutes les deux. La graisse blanche, donc vous la connaissez bien, c'est celle qui apparaît sous des formes un peu des fois disgracieuses. Elle se loge sous la peau et autour des organes internes. Elle est là pour stocker l'énergie que l'organisme va utiliser en dernier ressort. Et puis les graisses brunes, donc un peu moins connues mais beaucoup plus ces derniers temps, eh bien elle est très intéressante. Les chercheurs s'y intéressent de plus en plus, notamment au regard des recherches autour de l'obésité.
et elles ont une fonction très intéressante, c'est qu'elles vont aller capter les graisses blanches pour fabriquer de la chaleur. Donc au sein des graisses brunes, il va y avoir une concentration très importante de mitochondries, ce qui leur donne cette couleur brune, et elles vont avoir donc cette capacité de transformer la graisse en chaleur. Elles se trouvent particulièrement logées autour du thorax, de l'abdomen, du cou, des clavicules et le long des vaisseaux. Et elles sont intéressantes notamment quand on fait des exercices de respiration, puisque on va stimuler cette partie du thorax et de l'abdomen, et donc on va stimuler en même temps du coup toute cette région qui est particulièrement chargée en graisse brune. Alors les graisses brunes, on en a peu si on est faiblement exposé au froid en particulier. On en a quand on est enfant, bébé, parce que l'organisme n'a pas développé complètement ses défenses immunitaires. Donc ces graisses brunes, elles sont particulièrement nombreuses bébé, et puis en fonction de son environnement, elles vont diminuer et elles peuvent être réactivées à tout moment. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, un peu plus en détail. En tout cas, il suffit qu'on soit exposé à des températures en deçà de 18 degrés pour que l'organisme soit stimulé et que la production de graisse brune puisse s'activer. Il y a bien sûr quelque chose qui est très connu dans cette réaction au froid, ce sont les frissons. C'est une première réaction, et la graisse brune, c'est plutôt une fonction d'adaptation à une pratique régulière. La clé de la réussite, eh bien, c'est vraiment être connecté à soi, être dans l'instant présent et vraiment prendre conscience de ce qui se passe ici et maintenant. Bien sûr, il faut le faire avec bienveillance. Au froid, ce n'est pas non plus partir forcément dans l'extrême et se mettre en danger. Donc il y a tout un environnement qu'on va aborder un peu plus loin sur justement les précautions à prendre, sachant que chaque personne a sa propre physiologie, sa propre histoire, les réactions au froid sont propres à chacun. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération pour une exposition particulièrement réussie. Pour aller dans le froid, eh bien, en tant qu'instructrice de la méthode Wim Hof, j'ai donc des outils vraiment très intéressants pour optimiser cette exposition. Vous avez des techniques de respiration qui sont particulièrement dynamiques, qui vont favoriser la production d'adrénaline. Vous avez également des techniques de concentration, de focus mental. Et puis cette exposition au froid, on va le voir, vous avez différentes façons d'y aller. Et lors de mes ateliers, c'est effectivement ces différentes approches-là que je propose. La méthode Wim Hof porte le nom de son fondateur, Wim Hof, également connu sous le nom de Iceman. Il a à son actif plus d'une vingtaine d'exploits Guinness records dans des conditions extrêmes, notamment de froid, pour ne citer que le marathon au-dessus du cercle polaire en short, l'ascension du Kilimandjaro, l'ascension du mont Everest au-dessus de la ligne de la mort, plus une immersion dans les eaux glacées et près de 2 heures à maintenir sa température à 37 degrés. Enfin, c'est vraiment un personnage exceptionnel, et ce qu'il veut nous transmettre à travers donc cette approche et son travail avec des scientifiques pour rendre sa méthode basée sur ces 3 piliers fondamentaux comme quelque chose de vraiment accompagnant, c'est que nous avons tous cette capacité d'accompagner notre organisme à être plus résilient et à s'adapter à des circonstances particulièrement difficiles par un entraînement. Et c'est ce que je vous propose, c'est de pouvoir profiter de cet environnement magnifique et d'autres façons de s'exposer plus au froid pour être plus fort.
Une des façons de s'exposer au froid, c'est tout simplement dans votre vie de tous les jours, c'est de baisser légèrement le thermostat. Effectivement, on est habitué à un certain confort, mais le confort n'est pas toujours notre ami. Il est intéressant de voir qu'effectivement, en se challengeant, en stimulant notre organisme, en stressant un peu les mitochondries, eh bien, on va renforcer notre organisme. Donc, baisser la température chez soi, prendre des douches froides. Alors, prendre une douche froide, c'est alterner le chaud, le froid, c'est vraiment expérimenter. C'est également prendre des bains froids ou des bains glacés chez soi ou dans un environnement naturel. Donc là, c'est un petit peu plus challengeant. C'est dans une rivière, dans un lac. Soyez vigilants, n'y allez pas seul, bien sûr. Prenez toujours des précautions, on va le voir un petit peu plus loin. Vous avez aussi la possibilité de faire une marche en enlevant quelques couches quand vous êtes sur les quais de la gare ou quand vous marchez. Prenez le temps d'accueillir ce froid, de dire que voilà, il passe et puis il circule et puis qu'après vous allez être réchauffé. Donc c'est transitoire. Vous avez cette possibilité voilà, de profiter du grand air comme ça avec des vraies marches. Voilà, c'est toute une palette de possibilités pour vous exposer. Le froid est une force puissante et l'exposition au froid extrême peut être un choc pour l'organisme. Il convient donc d'y aller progressivement et pour habituer son organisme. Les personnes qui ont des problèmes de santé avérés, des problèmes cardiovasculaires ou qui ont un doute, allez toujours consulter votre médecin pour évidemment prendre les consignes et les précautions nécessaires. L'exposition au froid comporte des risques pour la santé. Il convient donc de s'exposer de façon responsable. Ça ne nous empêche pas de mettre du fun, de vous amuser. Enfin bref, amusez-vous, profitez pleinement de ces moments fabuleux qu'offre cette période d'hiver et vous irez vous réchauffer au coin du feu ou auprès de votre radiateur. En montagne, avec une pluie fine de neige, dans un endroit juste sublime, comme à chaque balade. Hop, un petit tour d'horizon, un petit coucou à la caméra. Et on poursuit notre petite marche. Donc, une marche où on se prépare avec un sac à dos, avec forcément tout l'équipement important, blouson, pantalon, vêtements chauds, légers, qui prennent pas de place donc. Et puis des gants bien sûr, le bonnet, très utile, parce que c'est là où on perd le plus de chaleur. Et puis on reste le plus concentré possible pendant cette marche. On pourra démarrer une marche avec porter déjà ses vêtements pour commencer, et puis progressivement les enlever pour être confortable et concentré dans la marche. Couverture de survie, trousse de premier secours, tout est important parce que quand on est dans un environnement froid, eh bien il faut pouvoir faire face à des événements inattendus quand on est isolé comme ça, voilà. Mais là, je vais profiter de cet endroit magnifique et rester concentré. Et je vous emmène avec moi. Bonne balade. Wow. Que la nature est belle.
change de main. Regardez la chaleur. Pardon. Si ça bouge, alors rien de mieux que de garder les mains, si on n'a pas les gants, au contact de la peau, soit sous les aisselles, soit à l'arrière du dos, soit ici, dans cette partie-là. Et alors c'est ultra efficace pour réchauffer les mains. On entend juste quelques oiseaux et le bruit des pas sur la neige. Allez, à plus tard. Je partage avec vous une de ces expériences qui me fait me sentir si vivante, en connexion avec la nature, et ici cette nature est exceptionnelle. Chaque expérience est unique, et à chaque exposition, c'est une nouvelle expérience que je revis. Selon mon énergie, le moment de la journée, mon environnement, tous ces éléments vont influencer mon ressenti dans l'instant présent. Alors, pour vivre pleinement et positivement ce bain glacé, je m'accorde un temps de préparation et d'accueil. L'air ambiant est à 0 degré, la neige est autour de moi. Alors, avant de rentrer de cette eau à 5 degrés, je me recentre sur moi. Et c'est déjà là que l'aventure commence, dans mon monde intérieur. Je me centre sur mon intention, celle que j'ai posée et qui m'apporte cette véritable énergie à me renforcer, à sortir de mon confort pour embrasser ce qui a du sens pour moi. Lorsque le doute arrive, celui de rentrer dans cette zone d'inconfort, me déshabiller, mettre ma peau à nu, sentir la brise puis l'eau glacée, je sais que je vais en ressortir plus forte et que je n'ai qu'un pas à faire pour laisser le doute derrière moi. Je sais que dans cette eau froide, je vais me sentir vivante et qu'ensuite je serai pleine de gratitude et ma vitalité sera renforcée. Alors je commence mes exercices de réchauffement, le horse stance, dénudé, pour accueillir l'air froid et m'acclimater. Centré sur cette visualisation de chaleur et plus encore de cette flamme de vie, le monde autour de moi s'efface. J'avance, le mental calme, je suis sereine et déterminée. En pénétrant dans cette eau, j'accueille le flux de sensations qui m'envahit. Je respire profondément avec de longues expirations. Je peux ainsi sentir mon rythme cardiaque ralentir et mon mental doucement s'apaiser. Les 30 premières secondes sont les plus importantes pour accueillir et transformer le choc thermique. Puis, quelques minutes suffisent pour apporter les bienfaits du froid. Guère plus d'1 ou 2 minutes, selon ses propres capacités. Je me sens vraiment vivante dans mon corps, dans mes émotions. J'observe mes tensions. Je les relâche avec ma respiration. Tous mes sens sont en éveil et je fais résonner le son Om, dont la vibration m'apporte calme et sérénité et libère les énergies. Car comme le dit si bien Albert Einstein, avant d'être matière, nous sommes énergie. Mes mains sont posées sur mes cuisses pour leur apporter plus de chaleur, car les extrémités sont beaucoup plus sensibles. Le bruit de la cascade apporte à ce moment une véritable magie. La force de l'eau qui se jette dans ce vasque est puissante, presque hypnotisante. Elle rappelle que la nature est maîtresse et que je suis son élève. Avec humilité et engagement, oui, je suis là. C'est bien plus qu'une simple exposition au froid. C'est le moment où je vais chercher au plus profond de moi cette énergie de vie qui me fait me dépasser, qui me relie à ma vraie nature. Alors par mon esprit, j'intensifie ma visualisation de cette flamme de vie qui m'anime, de ce pourquoi je suis ici et qui transcende mes peurs, mes appréhensions et mes croyances limitantes.
Trouver ce confort dans l'inconfort, je souris de sentir mon corps accepter ce froid. Je me sens bien, finalement. Dans l'eau, mon corps s'est refroidi au niveau des périphéries. Les vaisseaux sanguins se sont resserrés pour préserver la température autour des organes vitaux à 37 degrés. J'écoute mon corps, les signaux, et avant de me sentir inconfortable, je sors, toujours le plus calme et sereine, centrée et concentrée. Tout comme la préparation, puis le bain froid, demande de l'attention, la sortie reste une étape importante. Je prends le temps de réacclimater mon corps à l'air, car même si l'eau est plus chaude que l'air ici, le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Je sens intensément mes pieds et mes mains froids, et je reste profondément concentré en respirant calmement pour accueillir ces sensations. Avant de m'habiller, je m'active toujours dénudée dans ce frost dance. Les muscles de mes cuisses produisent l'énergie qui va contribuer à amplifier la diffusion de chaleur naturellement, et cela peut durer plusieurs minutes. Je vois cette flamme intérieure dans mon ventre qui grandit et se diffuse jusque dans mes bras, mes mains, mes doigts, jusque dans mes jambes, mes pieds, mes orteils, et je continue jusqu'à ressentir cette chaleur dans mes extrémités. Le temps dont j'ai besoin. Ce temps précieux que je m'accorde en pleine conscience et naturellement à réchauffer mon corps vont véritablement m'aider à retrouver plus rapidement une température normale. La méthode Wim Hof nous enseigne aussi des techniques de respiration pour activer la graisse brune et stimuler naturellement la chaleur, mais c'est à pratiquer avec précaution. Puis je me rhabille et je maintiens mon attention sur ma respiration lente et sur la détente de mon corps pour le sentir à la fois dynamisé et apaisé, tout comme mon esprit. Bien longtemps, j'ai cru que le froid était dangereux, sans alternative. Tel était l'enseignement que j'avais reçu. Et que se couvrir pour compenser le froid était important pour éviter les maladies saisonnières. Mais libéré de cette pensée limitante et découvrant les bienfaits du froid, dès lors que l'exposition est faite de façon responsable, accompagnée d'une hygiène de vie et d'autres techniques comme la visualisation et la respiration, j'ai exploré des zones inconnues. Par la volonté, l'entraînement, la compréhension des mécanismes physiologiques sous-jacents et avec bienveillance dans l'écoute des ressentis, j'ai transformé chaque expérience challengeante en une expérience positive qui me fait grandir. Agrandir ma zone de confort, apprendre à mieux me connaître dans cette connexion corps, cœur, esprit. Voilà une journée qui commence bien. Le succès est un voyage, pas une destination, tel que nous le dit Arthur Ashe. Et vous, quel chemin, quel voyage choisissez-vous ?